Le guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a décidé, son bureau a décidé, que la mi-août serait le moment de forcer une décision sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes à la fin juillet, le dernier jour de juillet, le 31, et beaucoup de choses se sont passées depuis que nous vous avons vu il y a quelques jours. En fait, les choses changent d'heure en heure. Nous avons le privilège d'avoir une vision de l'intérieur. C'est pourquoi nous vous apportons ces informations, même si ce n'est pas un jour où nous sommes censés vous parler. Nous vous parlons le lundi, le mardi et le mercredi. Mais mon cher ami et collègue Pepe a gentiment accepté de me parler alors qu'il dîne avec sa femme. Et c'est regrettable de déranger son dîner. Mais nous le faisons parce que nous voulons vous apporter les dernières informations, les derniers changements, les derniers rebondissements. C'est donc ce que nous allons faire. Avant de poursuivre, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement, puis sur j'aime, c'est ce que l'algorithme veut voir. Et si vous voulez bien nous soutenir, rendez-vous sur Substack, sous le même nom, Transition Protocol. Devenez membre payant et nous vous enverrons ce briefing directement dans votre boîte mail chaque semaine. Sur cette introduction, Pepe, je vous en prie, allez-y. Merci. Merci, Monsieur Z. Merci à vous tous, à notre audience grandissante partout dans le monde. Eh bien, j'ai reçu un énorme rapport de renseignements il y a littéralement 5 minutes. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que nous avons déjà fait plus tôt cette semaine. Je vais parcourir ce rapport de renseignements avec vous. Je n'ai même pas eu le temps de le lire en entier. Je vais donc en lire des passages avec vous pour la première fois. Et ce que M. Z a dit est absolument vrai. Nous recevons des renseignements de haute qualité, extrêmement sensibles. Cela peut arriver à n'importe quel moment, littéralement tous les jours. Parfois, il peut s'écouler 1 heure, puis une autre heure, puis il y a un autre appel téléphonique. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut donc que ce soit très très clair pour vous tous. Ce sont des renseignements bruts, de haute qualité, directement à la source. C'est donc à nous d'analyser ces renseignements, de les digérer, de vous les transmettre. Ou alors, comme aujourd'hui, de les examiner ensemble. Parce que bien sûr, certains points sont extrêmement sensibles. Alors soyez indulgents avec nous. Ce genre de choses est rarement fait, où que ce soit dans les médias. Et si vous avez des critiques, bien sûr, j'aime écouter les critiques constructives, pas les insultes, ni les attaques personnelles. Bon, entrons dans le vif du sujet. La guerre se dirige vers une phase décisive. Eh bien, je dirais que c'est l'euphémisme du siècle. Oui, nous sommes dans une phase décisive. Surtout parce que nous sommes, je dirais, à moins de 2 semaines d'une ligne rouge majeure. À la mi-août, selon les rapports les plus crédibles, une ligne rouge sera franchie concernant l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis. Tout le monde le sait désormais, y compris, nous l'espérons, le président des États-Unis. Donc au cours des 2 prochaines semaines, tout peut arriver. Quelque chose d'apocalyptique, d'absurde, d'insensé, de surréaliste, ou tout cela à la fois. Et nous en sommes là aujourd'hui. C'est un carrefour très dangereux. Et il le devient encore davantage, parce que même dans les cercles décisionnels de cette administration américaine, extrêmement médiocre, peut-être dans certains de ces centres névralgiques, on commence à comprendre qu'il y a moins que 0 bonne option devant nous. Il reste encore une porte de sortie. Elle n'est pas totalement écartée, mais elle se réduit de manière spectaculaire, non pas jour après jour, mais heure après heure. Et maintenant, c'est pratiquement... Et cela vient des dirigeants iraniens. C'est pratiquement acquis, je dirais. Ils ne sont pas convaincus que le protocole d'accord puisse désormais être une option viable, parce que les Américains le violent. Dès le début, après l'avoir signé, ils l'ont violé. Ils l'ont violé de nouveau.
Ils n'ont jamais respecté un seul des engagements parmi les 14 points énoncés dans le protocole d'accord. Et il n'y a absolument aucune confiance, que ce soit chez le dirigeant Mojtaba Khamenei, chez les membres du Conseil suprême de sécurité nationale, chez les dirigeants politiques, Kalibaf, Araghchi et tous les autres, au ministère des Affaires étrangères, chez les généraux des gardiens de la Révolution, dans le complexe militaro-industriel ou chez 90 millions d'Iraniens, pratiquement toute la population iranienne. Pour eux, il est absolument impossible d'avoir une négociation diplomatique avec les États-Unis. Et c'est très compliqué, parce que cela transfère la possible solution à cette guerre sur le champ de bataille. Et encore une fois, les deux guerres, qui ne font qu'une seule et même guerre, se rejoignent. C'est la conclusion à laquelle les Russes sont finalement arrivés il y a seulement quelques semaines, lorsqu'ils ont découvert que le soi-disant « esprit d'Anchorage » était enterré, mort et enterré, et qu'il avait été enterré par les Américains. Cela a conduit, par exemple, leur principal diplomate, le diplomate le plus compétent de la planète, Sergei Lavrov, à dire que oui, cette guerre par procuration menée par l'OTAN contre nous en Ukraine sera décidée sur le champ de bataille. Cette conclusion a donc été tirée, peut-on dire, avec une certitude de 95%, voire de 99%, par les pouvoirs décisionnaires à Téhéran. D'accord. C'est très important. Selon notre rapport de renseignement, qui reprend en substance ce que je viens de vous dire, Téhéran a conclu que Washington ne respectera pas le protocole d'accord d'Islamabad. C'est tout à fait exact. Il leur a fallu un peu de temps. Ils ont laissé une chance. Ils ont signé. Le président Pezeshkian a signé le protocole d'accord. Le président américain l'a signé. Ils attendaient que les Américains respectent leurs engagements. Rien ne s'est passé. Ils ont lancé une nouvelle campagne de bombardement contre l'Iran, qui a duré 13 jours. Maintenant, ils veulent en lancer une autre, comme ne cesse de le dire le vociférateur en chef à Washington, à Mar-a-Lago. Donc, il n'y a plus de place pour le mémorandum d'entente. Ce qui veut dire que tout le travail considérable accompli par les médiateurs, essentiellement pakistanais, avec aussi des contributions du Qatar et d'Oman, risque malheureusement de tomber à l'eau. Mais c'est la réalité. Ce sont des faits établis. Ce ne sont ni des suppositions, ni des vœux pieux. Donc, la stratégie iranienne, j'ai écrit à ce sujet cette semaine, j'ai publié 3 chroniques d'affilée cette semaine, consiste, entre autres choses, y compris sur le nouveau front entre le Yémen et l'Arabie saoudite, selon le rapport de renseignement, en une campagne délibérée visant à rendre progressivement inutilisable l'architecture des bases américaines dans l'ensemble du Golfe, avant l'échéance de la mi-août. Absolument. C'est une autre façon de dire que oui, en 2 semaines, la stratégie iranienne consiste à expulser ou à détruire le Pentagone et le CENTCOM de la plupart des bases du Golfe Persique, et même au-delà, car cela inclut Erbil, en Irak, et la Jordanie. C'est pour cela que ces bases ont été pilonnées encore et encore. Et celles qui ne sont pas détruites sont en train de l'être complètement. Donc quand l'Iran attaque, je dirais, le cerveau des opérations du CENTCOM en Jordanie, et ce fut un coup majeur cette semaine, il a forcé les Américains à déplacer, en gros, la planification et la coordination de toutes leurs bases dans le Golfe Persique vers un autre site. Et devinez où se trouve cet autre lieu. Le culte de la mort, Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Iraniens ont réussi à déplacer tout l'écosystème, toute l'infrastructure, tout l'appareil américain vers l'endroit où ils voulaient qu'il se trouve dès le départ, Israël. Ils ont mis Israël dans la boîte. Voilà le titre. Donc maintenant, ils peuvent attaquer tous ces nœuds à l'intérieur d'Israël, et ils savent où ils sont, à leur guise, quand ils le veulent. Et tôt ou tard,
plus tôt ou tard, ils n'auront même plus à se préoccuper de cet écosystème américain dispersé dans tout le golfe Persique. C'est une brillante stratégie militaire, exécutée à la perfection en seulement quelques semaines. Et le Pentagone et le CENTCOM sont complètement paniqués à ce sujet. Ce n'est même pas cette réunion de vendredi dernier, il y a exactement une semaine, où certains généraux, avec un QI supérieur à la température ambiante, ont expliqué à Trump ce qui se passait avec les bases américaines et le fait qu'elles n'ont aucune issue. Donc ça empire de minute en minute. La possibilité d'une soi-disant opération porte de l'enfer menée par les États-Unis contre l'Iran se réduit. Bien sûr, au cours des 2 prochaines semaines, à peu près, toutes sortes d'absurdités peuvent voir le jour. Apocalyptiques, surréalistes, stupides, insensées, désespérées, tout ce que vous voulez. Mais une très 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 grande offensive américaine contre l'Iran est peu probable. Et ils n'ont même pas les capacités intellectuelles, ni le matériel, ni les logiciels nécessaires pour le faire et le mener correctement, sans subir une contre-attaque massive, ce qui signifie une contre-attaque contre Israël, sur le territoire israélien. Donc ce n'est qu'une partie de ce que nous avons appris. Il y a d'autres aspects très très intéressants que j'ai abordés dans la chronique que j'ai écrite ce matin et qui a été publiée cet après-midi, Heure Europe-Asie, sur la contribution chinoise à l'Iran. Oui, la Chine est active. Et oui, la Chine agit via le Pakistan. C'est quelque chose que ni le Pakistan ni la Chine ne peuvent ou ne voudront reconnaître publiquement. Parce qu'ils savent que Néron, le babouin de barbarie, comme vous voulez l'appeler à Washington, deviendra encore plus dingue qu'il ne l'est déjà. Mais les faits, confirmés par nos sources de renseignement, c'est que tout transite par une route maritime, de la Chine jusqu'à Gwadar, le port de Gwadar, qui fait partie du corridor économique Chine-Pakistan, dans la mer d'Arabie. Et depuis Gwadar, ils peuvent se rendre à Chabahar, qui se trouve à seulement 80 km en territoire iranien. Et depuis Chabahar, ils passent par les moyens, les canaux et les réseaux de connexion iraniens vers tout ce dont ils ont besoin à travers l'Iran. Il existe donc un axe militaire, Chine, Pakistan, Iran. Mais il y a maintenant un facteur très compliqué. Et je vais demander à M. Z ce que ses sources lui disent sur cette question précise. La soi-disant coalition saoudienne de plusieurs nations islamiques musulmanes, arabes et non arabes, pour combattre de nouveau au Yémen. Zijn ze zo'n geopolitiek les plus stupides de l'Ouest moderne. C'est d'une stupidité inqualifiable. L'Arabie saoudite est en train de s'aliéner, en même temps, le Yémen, l'Iran et l'Irak. Parce que les Saoudiens, aux côtés des Américains, ont attaqué les unités de mobilisation populaire en Irak. Et Trump a menti en disant que le Premier ministre irakien l'avait autorisé. S'il l'avait autorisé, ce nouveau Premier ministre irakien, ce milliardaire playboy, ne tiendrait pas 5 secondes. Il y aurait un changement de régime immédiat à Bagdad s'il faisait ça, s'il autorisait une attaque contre sa propre nation, son propre territoire. Donc les Saoudiens se sont aliénés, en même temps, tout l'axe de la résistance, ou pratiquement tout ce qui compose cet axe. Ils ont jeté des nations islamiques, arabes et non arabes dans cette coalition folle, qui est impossible à imposer, parce que la réponse yéménite va être dévastatrice. Et ils l'ont déjà dit par la voix du dirigeant Abdul Malik al-Houthi lui-même. À l'escalade, répondra l'escalade. Et nous savons à quel point les Yéménites sont capables d'aller loin dans l'escalade. Et nous avons 3 hommes. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu parler d'une marine qatari ou d'une marine koweïtienne? Bien sûr que non, parce qu'elles n'existent pas. Pourtant, elles font partie de cette coalition.
Mais le point le plus important dans tout ce nouveau drame, c'est qu'il y a 3 nations clés au sein de la coalition. Le Pakistan, l'Égypte et la Turquie. Bon, commençons par la Turquie. La Turquie fait partie de l'OTAN. Si nous voyons la Turquie intervenir dans cette attaque contre le Yémen, ce qui arrivera, cela signifie que dans les faits, l'OTAN attaque le Yémen. Et cela signifie que l'OTAN contrôlera les bombardements à venir sur le Yémen, tout en pouvant le nier de manière plausible. Pourquoi? Parce qu'ils utiliseront des avions saoudiens pour bombarder le territoire yéménite. C'est quelque chose qu'il faut. Nous devons prêter une attention extrême à la manière dont ce nouveau blocus contre le Yémen va fonctionner. L'Égypte est membre des BRICS, l'Iran est membre des BRICS. L'Égypte n'attaquera jamais un autre membre des BRICS, contrairement aux Émirats d'ailleurs. Les Émirats sont membres à part entière des BRICS et ils ont attaqué l'Iran. Mais l'Égypte, c'est une autre histoire. Elle normalise ses relations avec l'Iran. Elle n'attaquerait jamais ouvertement l'Iran dans le cadre d'une coalition qu'elle ne contrôle pas. Ce qui nous amène au Pakistan, Monsieur Z. Et je ne peux pas imaginer de position plus inconfortable pour le Pakistan en ce moment. J'ai lu le précédent rapport de renseignement, dans lequel l'une de nos sources disait que le Pakistan est désormais engagé dans, si je me souviens bien de ces mots, un exercice d'équilibriste, dangereux et difficile. C'est une façon très sophistiquée, très diplomatique de le dire. En réalité, on est foutu. C'est ça, la situation. Comment le Pakistan peut-il être le médiateur clé entre les États-Unis et l'Iran, ce qui suppose que l'Iran fasse confiance aux efforts pakistanais et, en même temps, faire partie d'une coalition avec les Saoudiens, avec lesquels il a un pacte militaire renforcé il y a seulement quelques semaines, pour s'en prendre au Yémen, qui est un allié clé de l'Iran. Alors bien sûr, du côté iranien, tout cela n'en est encore qu'à ses débuts. So the Iranians, of course, this is early days. This coalition was announced yesterday. So the Iranians. Cette coalition a été annoncée hier. Jusqu'à présent, les Iraniens sont restés muets. Ils n'ont rien dit à ce sujet. Ils attendent de voir les faits sur le terrain. Mais s'ils constatent que le Pakistan aide l'Arabie saoudite dans cette attaque à venir contre le Yémen, tous leurs efforts de médiation s'effondreront d'un seul coup. Bon, je vais faire une pause maintenant, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à aborder. Mais je voudrais avoir l'analyse de M. Z, sur la base de ses sources, concernant ce dangereux et difficile exercice d'équilibriste pakistanais. Qu'espèrent-ils y gagner? Où pensent-ils que cela va les mener? Ou bien ont-ils dit aux Saoudiens, « Écoutez, vous êtes seuls. Nous ne faisons pas partie de votre dernière aventure. Monsieur Z, je vous en prie. » Mr. Z, please. Eh bien, je peux tout à fait soutenir, je soutiens totalement, absolument tout ce que vous venez de dire. Et c'est largement, en fait entièrement confirmé par les renseignements que je reçois, ainsi que par mes relations et mes contacts avec des personnes en qui j'ai confiance, pour nous fournir les informations que nous transmettons à notre public. Il existe actuellement 2 positions au Pakistan. L'une est totalement cohérente avec ce que vous venez de dire, Pepe. Ils comprennent parfaitement que c'est une position intenable pour eux, que cela ne peut pas durer. L'autre est soutenue par leur consultation avec la Chine, ainsi que par leur consultation avec l'Iran. Nous ne l'avons pas encore rapporté parce qu'on nous a demandé de ne pas trop en parler. Et l'on nous dit que c'est quelque chose de très très sensible, car cela donnerait l'impression qu'ils reçoivent des ordres des 2 côtés. Mais en réalité, ils reçoivent leurs ordres de la Chine, et ils consultent aussi l'Iran pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Le Pakistan, aucun gouvernement pakistanais ne peut survivre à une guerre, quelle qu'elle soit, ou à une attaque, quelle qu'elle soit, contre l'Iran. Il y a plus de 40 millions de chiites très déterminés, alignés à 100% sur l'Iran. À 100%. Ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à prendre les armes,
Ils sont prêts à tout. Donc aucun gouvernement au Pakistan ne pourrait jamais survivre à cela. Je veux dire, nous l'avons déjà dit dans Transition Protocole. En ce moment, ils marchent sur un fil extrêmement tendu. Ils dépendent des Saoudiens pour l'argent. Je veux dire, disons-le très clairement. Les Saoudiens les ont renfloués à cause de leur mauvaise gestion de la situation financière. Je ne veux pas trop entrer dans ce sujet parce que ça risquerait d'agacer certaines des personnes qui nous fournissent des renseignements que nous devons recevoir et transmettre à notre audience. Mais c'est très clair, les Saoudiens leur donnent les fonds dont ils ont désespérément besoin pour se débarrasser de leurs prêts auprès du FMI et tout le reste. Et en même temps, ils ont une allégeance envers l'Iran. Donc, quand je leur ai parlé précisément de cette question, ils m'ont dit, écoutez, si nous devions faire quoi que ce soit contre l'Iran, nous ne servirions pas d'intermédiaire entre la Chine et l'Iran pour le transfert massif d'armements très sophistiqués qui permet à l'Iran de devenir si puissant. Donc pour répondre à votre question, Pépé, la réponse que je pense notre audience attend, c'est que oui, le Pakistan est pris entre le marteau et l'enclume. Et ils n'attaqueront jamais, jamais, jamais l'Iran, ni ne feront quoi que ce soit contre les intérêts de l'Iran. C'est pourquoi l'Iran n'a rien dit jusqu'à présent. Mais est-ce que, d'accord, pardon de vous interrompre, est-ce que, selon vos sources, ils attaqueraient le Yémen pour le compte de l'Arabie saoudite? Ils l'ont déjà fait de manière symbolique et limitée pour satisfaire les Saoudiens. Ils l'ont déjà fait. Et en même temps, ils sont allés présenter leurs excuses. Oui, ils l'ont fait. À quel moment ont-ils fait ça? On m'a dit que cela s'était produit, je crois, il y a une semaine. On m'a dit qu'une attaque limitée avait eu lieu il y a une semaine, à l'insistance des Saoudiens. Et juste après, on m'a dit qu'ils étaient sur place pour tenter d'organiser une conciliation. C'est délicat. D'accord, d'accord. Weska pour simplement c'est ce que Alv sait. Non, d'accord. D'accord. Mais d'accord, cela ne répond pas à notre question, parce que nous n'avons pas constaté, sur le champ de bataille, dans les airs, au sol, ni en mer, de fait montrant un alignement actif du Pakistan sur l'Arabie saoudite pour bombarder le Yémen. Si cela se produit, nous savons que tout est remis en cause et nous savons que le rôle de médiateur du Pakistan est terminé. Et je suis sûr que tout le monde à Islamabad et à Rawalpindi en est conscient. Ça n'arrivera pas, Pépé. Quoi qu'il se soit passé, ce dont j'ai été informé était très très limité, dans une zone où aucun dégât n'a été causé. C'était symbolique pour que les Saoudiens leur lâchent la grappe. Et juste après, m'a-t-on dit, il y a eu des gestes d'apaisement. On m'a aussi dit qu'ils ont fait savoir aux Saoudiens que si les choses tournent vraiment mal, ils ne prendront pas part à ce combat, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Aucun gouvernement au Pakistan n'y survivrait. No government in Pakistan will survive that. Absolutely. Absolument. Bon, je parcours cet énorme rapport de renseignements, mais je pense avoir essayé d'en résumer les points principaux. Auparavant, les frappes contre... Oui, encore une fois, le rapport revient sur les frappes à travers la Jordanie, le Koweït, Bahreïn et le théâtre d'Ormuz. Une campagne systématique visant à priver les bases de leur capacité opérationnelle, conçue pour rendre la présence militaire américaine intenable. Absolument. Et elle est déjà intenable. Les généraux du Pentagone le savent déjà. Le CENTCOM le sait. Et le fait qu'ils transfèrent en Israël tout ce qui constitue le cerveau de leur opération en Asie occidentale prouve qu'ils sont, en temps réel, expulsés de leur propre base à travers le golfe Persique. Donc, en termes d'évolution géopolitique, c'est déjà quelque chose d'énorme. Personne, il y a quelques mois, n'aurait pu s'attendre à ce que cela se produise. Et cela se produit maintenant.
And it is happening now. And it's part of the Et cela fait partie de la stratégie iranienne remaniée, réajustée, qui n'est plus passive. Ce n'est plus non plus une stratégie de retenue. C'est un mélange de retenue stratégique et d'avancée stratégique. Et s'agissant de cette avancée, si on l'observe du point de vue du complexe militaro-industriel des gardiens de la Révolution, c'est quelque chose que les Iraniens disent depuis le début. Chasser les États-Unis de leurs bases dans toute l'Asie occidentale. Et ils sont en train de le faire aujourd'hui, avec leur stratégie reconstituée. C'est une étape au-delà de la mosaïque décentralisée, qui était une stratégie défensive. Cette mosaïque décentralisée a été affinée. Les premières idées venaient du général Soleimani. Elle a aussi été affinée grâce à des contributions directes de Mojtaba Khamenei, avant qu'il ne devienne guide suprême. Lui aussi était en contact direct avec les plus hauts niveaux des gardiens de la Révolution. Et maintenant, l'étape suivante, c'est une stratégie d'attaque décentralisée, en mosaïque. Et bien sûr, les Américains ne s'y attendaient absolument pas. Jusqu'à il y a quelques semaines, les grands médias américains, qui sont essentiellement les sténographes de tout ce qui vient du complexe militaro-industriel et de tout l'establishment de Washington, ne parlaient jamais sérieusement des dégâts infligés à leur base dans toute l'Asie occidentale. Maintenant, ils commencent à en parler. Et évidemment, tout le monde est absolument choqué. Les lignes rouges, n'est-ce pas? D'accord. Un autre point supplémentaire sur... D'accord, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a passé des années à essayer de sortir du Yémen. Non, elle n'a pas essayé de sortir du Yémen. Donc, permettez-moi de ne pas être d'accord avec le reportage. L'Arabie Saoudite a conclu un protocole d'accord en 2019 entre Riyad et Sanaa, qu'ils respectaient plus ou moins. Mais il y avait un blocus, parallèlement au protocole d'accord. Et ce blocus dure depuis plus de 11 ans, presque 12 ans. Alors, qu'ont fait le Yémen et l'Iran il y a quelques semaines? Ils ont brisé le blocus lorsqu'un Airbus iranien de Mahan Air a atterri à l'aéroport de Sanaa pour récupérer la délégation yéménite qu'il devait emmener en Iran pour les cérémonies funéraires de l'ayatollah Khamenei. Puis un autre vol de Mahan Air est retourné à Sanaa, ramenant la délégation yéménite et d'autres yéménites qui se trouvaient un peu partout en Iran. L'avion était plein. Et la piste de l'aéroport de Sanaa a été bombardée par l'Arabie Saoudite. Donc c'est l'Arabie Saoudite qui a tout déclenché. Alors, ce que tout le monde voit aujourd'hui, cette nouvelle coalition de l'Arabie Saoudite qui dit « D'accord, il faut une libre navigation en mer Rouge. » Non. Vous avez violé votre protocole d'accord. Vous avez attaqué l'aéroport du Yémen, donc le Yémen doit répondre. Et maintenant, après ça, d'accord, vous voulez jouer avec nous? Ne faites pas ça avec les Yéménites. Et les Saoudiens devraient le savoir mieux que quiconque. Ils ont dit d'accord. Donc maintenant, vous allez participer à une attaque américaine gigantesque, massive, contre nous tous, dans l'axe de la résistance. Très bien, nous allons bloquer vos ports. Et le blocus de la mer Rouge est sélectif. La mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb sont bloqués aux exportations saoudiennes de pétrole. Et même là, il y a des nuances. La Chine. Si vous êtes un pétrolier saoudien qui quitte Yanbu, qui transporte de l'énergie vers l'Asie en passant par Bab el-Mandeb, mais que vous l'emmenez en Chine, vous pouvez passer sans problème, parce que Pékin et Sanaa ont un accord. C'est donc un blocus sélectif. Cette coalition, enfin, elle est pathétique dès le départ. Et évidemment, on y a affecté certains pays pour différentes raisons. Des États vassaux, des élites compradors, des oligarchies pitoyables, arabes, non-arabes, crypto-islamiques, peu importe. Et d'autres sont tellement loin qu'ils ne savent même pas où se trouve le Yémen, comme le Nigeria et le Bangladesh. Que font le Nigeria et le Bangladesh dans cette coalition? Alors, une fois de plus, qu'est-ce qu'on voit?
On voit la stratégie du diviser pour régner, appliquée par ceux qui tirent les ficelles. En gros, les Américains disent aux Saoudiens, vous devez faire ça parce que vous faites partie de notre offensive collective, massive contre l'axe de la résistance. Donc vous allez de nouveau combattre le Yémen. Et évidemment, MBS, parce qu'il est acculé sur le Yémen, partout où il regarde, son argent n'y est pas. Son argent est à Londres. Son argent est à New York. La maison des Saouds est un nid de vipères. Il y a des princes qui feraient n'importe quoi pour lui planter un couteau dans le dos s'ils en avaient l'occasion. La majorité de la population saoudienne déteste la maison des Saouds. Alors, est-ce que quelqu'un va aider les Saoudiens? Personne. Nulle part. Les Américains utilisent donc les Saoudiens pour ouvrir un autre front contre l'axe de la résistance, contre le Yémen. Vont-ils réussir? Bien sûr que non. Ne vous frottez pas au Yémen, c'est la règle numéro 1 de la politique en Asie occidentale. Voilà où nous en sommes pour le moment, Monsieur Zay. Voyons si j'ai d'autres éléments ici. La contre-campagne iranienne, nous en avons parlé. Le canal pakistanais, nous en avons parlé. Vous nous avez donné des informations très précieuses sur la terrible situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Le front irakien. C'est très très important. J'y suis personnellement attaché, à cause de toutes les années où j'ai travaillé en Irak. Je suis allé en Irak avant même Shock and Awe. Ensuite, j'y suis retourné de nombreuses fois. Et récemment, j'y suis retourné 2 fois sous l'administration du précédent Premier ministre. Et bien sûr, j'ai eu des contacts avec le Hashd al-Sha'bi, les unités de mobilisation populaire. Quand vous allez en Irak, que vous voyagez et que vous entrez en contact avec les gens, pas seulement à Bagdad. Par exemple, la dernière fois que je suis allé à Kerbala, je parlais avec des membres du Hashd al-Sha'bi. Ils sont populaires. Ils étaient au milieu de tout le monde parce qu'ils sont populaires. Et leur nom le dit déjà. Les unités de mobilisation populaire. Ils sont liés au ministère de la Défense à Bagdad. Et en même temps, ils sont protégés par le grand ayatollah Sistani, la plus importante autorité religieuse et spirituelle chiite en Irak. Et les Américains, les Saoudiens, cherchent la confrontation avec ces gens-là. Encore une très mauvaise décision. Les chiffres varient selon les sources, mais en théorie, et potentiellement, les unités de mobilisation populaire dans leur ensemble sont même mieux armées que le Hezbollah. Cela inclut des unités proches du Hashd al-Sha'bi, sans en faire strictement partie, comme les Kataeb Hezbollah. Les Kataeb Hezbollah en Irak sont très intelligents, très bien armés, et ils attaquent les bases américaines à Erbil, au Kurdistan irakien. Pas très loin d'eux. Donc, encore une fois, cela confirme que les renseignements yéménites et iraniens avaient raison dans leur évaluation dès le départ. Et cela m'a été expliqué par mon meilleur ami yéménite, qui est aussi une source, parce qu'il est proche du conseil politique à Sanaa. Il m'a dit, nous avons identifié que les Américains préparaient une attaque massive et globale contre nous tous. Et c'était la principale explication du fait que le Yémen commence un blocus sélectif de Bab el-Mandeb uniquement contre l'Arabie saoudite, parce que l'Arabie saoudite était en première ligne de l'attaque américaine contre tous. J'espère donc que cela vous permet de comprendre les interconnexions de cet échiquier immensément complexe. Mais j'essaye de vous montrer à quel point l'ensemble est complexe. On ne peut pas réduire ça à de simples titres. Et comme M. Z l'a dit au début, et c'est tout à fait exact, la situation évolue d'heure en heure. Nous n'arrivons même pas à suivre. Nous faisons de notre mieux, en tout cas, pour vous transmettre les meilleures informations possibles, directement depuis les sources. Bien sûr, nous les comparons ensuite avec ce que nous recevons de nos amis yéménites, avec ce que nous recevons d'Iran, etc. Bon, je pense que... Je préfère conclure, Monsieur Z. Je pense que j'ai... Allez-y, je vous en prie.
J'ai passé en revue tous les points essentiels, et ça ne sert à rien d'essayer de nous répéter, n'est-ce pas? Kataib Hezbollah. Oui, exactement. Kataib Hezbollah, yes, exactly. We're talking about Kataib Hezbollah, very well weaponized in Iraq. Nous parlons du Kataib Hezbollah, très bien armé en Irak. En août, ils ont fixé une échéance. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Au 6 août. Le Kataib Hezbollah a fixé cette échéance du 6 août aux moyens américains opérant contre l'Irak, mais basés sur le territoire saoudien. C'est très sérieux. Cela veut donc dire la semaine prochaine. Si ces moyens américains sont toujours là, le Kataib Hezbollah les attaquera directement. Et en ce qui concerne le protocole d'accord, je pense que le seul titre possible serait celui-ci. Oui, cette minuscule fenêtre d'opportunité existe encore. Ce n'est pas un vide noir total, mais elle se réduit de jour en jour, malheureusement. Monsieur Z, s'il vous plaît. Unfortunately. Mr. Z, please. Oui, tout ce que vous avez dit est pleinement étayé par des renseignements de très haute qualité que nous vous avons apportés, à vous, à notre audience. Nous accueillons volontiers vos commentaires, mais comprenez bien que nous rapportons les renseignements à mesure que nous les recueillons. Et nous ne rapportons aucune information dont nous ne pensons pas qu'elle soit pleinement corroborée par tout ce que nous savons. Donc, si les choses changent, c'est parce que la situation sur le terrain a changé. On nous dit également, de sources très fiables, que le guide suprême iranien, l'ayatollah, que son bureau a déterminé que la mi-août serait le moment de forcer une décision sur le terrain, quelque chose de très important sur le terrain. Ce qui veut dire qu'ils n'attendent pas. C'est extrêmement important. C'est un ultimatum adressé aux Américains, Monsieur Z. D'accord, vous devez revenir au protocole d'accord. Sinon, vous en subirez les conséquences. Oui. Oui, c'est donc une information que nous avons le privilège de vous apporter. Nous pensons que personne d'autre ne dispose de cette information. Nous pensons que les médias traditionnels ne vous la communiqueront jamais pour leurs propres intérêts. Et malheureusement, beaucoup de médias indépendants n'y ont pas accès. Nous sommes honorés que les personnes qui nous fournissent cette information nous fassent confiance pour vous la transmettre de la manière la moins filtrée possible. Donc le rapport provenant du bureau du guide suprême auquel nous avons le grand honneur et le privilège d'avoir accès indique qu'il a déterminé, Mostafa Khamenei a déterminé, que la mi-août serait le moment où ils imposeraient une décision sur le terrain, avec seulement 2 issues possibles. Soit les États-Unis acceptent leurs conditions, à savoir appliquer le protocole d'accord dès le premier jour et non le deuxième. Soit ils rendront impossible pour les États-Unis d'exister dans cette région de la manière dont ils y existent depuis 50 ans. C'est là l'essentiel de ce que j'ai à dire. Pepe, un commentaire avant de conclure. Non. Je pense que c'est le titre à retenir à la fin de notre conversation. Ces 2 prochaines semaines décideront de ce qui va arriver dans cette guerre. Exactement. Donc, si vous aimez ce que nous faisons, veuillez vous abonner. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », les algorithmes le demandent. Et si vous souhaitez recevoir directement ces informations dans votre boîte mail, rendez-vous sur la partie Substack de notre relation avec les médias et devenez membre payant. Pour $5 par mois, nous vous enverrons ces informations dans votre boîte mail chaque lundi. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. Nous continuerons à faire nos reportages dès que nous aurons les informations, aussi vite que possible. Nous sommes là un vendredi, alors que ce n'est pas un jour habituel de reportage. Merci beaucoup, Pepe. Je vous prie de m'excuser de vous avoir éloigné de votre dîner, mais vous nous avez fourni des informations très, très précieuses. D'accord. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut, au revoir.